Dans la vidéo précédente, Jean-Claude nous a parlé de l'insatisfaction alimentaire et de l'aide alimentaire. On s'est rendu compte que les politiques alimentaires sont des politiques de l'offre, y compris la bio et les circuits courts. Elles ne sont pas démocratiques car on vote avec sa carte de crédit. Dans cette nouvelle vidéo, nous aborderons la construction des prix agricoles, s'il faut continuer à manger de la viande, et la disparition du travail au profit de la mécanisation. On a parlé des prix alimentaires qui étaient très bas. Ouais. Du coup, comment sont construits les prix on a les prix de la nourriture. Alors ça c'est la question à 100 balles, tu vois, en agriculture, et d'ailleurs de manière générale sur l'alimentation. C'est la question que tout le monde fuit. Comment sont construits les prix? Tu te dis, ben on sait ça, quoi. Sauf que, moi par exemple, en vente directe, on va donner un exemple. Je vendais de la viande congelée, livrée, découpée, donc un peu moins, mais mettons 13 € le kilo pour faire un chiffre rond, comme ça. Ça augmentait un peu au fur et à mesure des années, mais 13 € ça a été je pense que dans les 10 dernières années, on n'a pas dû bouger beaucoup. Et puis, à un moment, on me demande, mais pourquoi 13 €? Et là, je regarde, et puis je me dis, ben, parce que tout le monde vend 13 €, quoi. En fait, quand tu regardes le prix que tu vends en vente directe, en général, c'est parce que tu regardes ce prix du voisin, parce que tu te dis, je ne vais pas vendre beaucoup plus cher que lui, sinon... Ou alors c'est une stratégie que tu as aussi, il y en a d'autres, hein, mais qui est plus rare, mais qui dit, je vais vendre beaucoup plus cher, et puis je vais m'adresser à un public qui va venir chez moi, parce que le prix est plus élevé, mais bon... Il n'y a pas de construction du prix derrière ça. Il n'y a pas... Et si tu commences à avoir une construction du prix à partir des coûts de revient, par exemple, tu te dis, je veux avoir, allez, on ne va pas être très ambitieux, 1200 balles par mois, revenu voilà, qui te permettrait d'exister par travailleur, 1200 balles par mois, au SMIC, donc 35 heures par semaine, 1200 balles par mois, sauf que tu fais 50 heures. Donc déjà, il faut que tu fasses les règles de 3 pour avoir 1500 balles, pour avoir autant à l'heure que celui qui fait 35 heures. Et là, tu te dis, bon ben voilà, moi, mes heures sont là, et puis tu fais les intrants, bref, un calcul comptable que tout le monde connaît, et puis tu dis, oh papa, mais si je vends 13 €, ça ne marche pas, il faut que je vende 21 €, grosso modo. Et on fait tous ce calcul-là, et là on est face à ce qu'on appelle une aporie, c'est-à-dire on est actuellement incapable, absolument incapable de résoudre cette question de... Il y a des gens qui ne se payent pas en produisant, et il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter ce que d'autres produisent sans se rémunérer. C'est fantastique ce truc-là. Et on ne sait pas construire un prix correct. Parce qu'il n'y a plus de travail, parce que le travail n'est plus rémunéré, parce que ce sont des machines, parce que ce sont des robots et des pesticides qui travaillent à nos places. Et que du coup, l'alimentation, le prix s'est effondré. Les coûts ont été externalisés, le robot, tu ne le payes pas, il n'a pas une fiche de salaire, les pesticides encore moins, tout ça c'est externalisé, tu la payes par ailleurs dans tes impôts, dans tes taxes, quand tu achètes de l'eau à un prix infernal, parce que tu n'as plus confiance à l'eau du robinet, etc. Et par la santé, tu payes tout ça, mais l'alimentation elle-même, tu ne la payes plus au prix réel, quoi. Et du coup, toi, quand tu viens avec ton produit de qualité, si tu veux te rémunérer là, ben, il faut que tu vendes, mettons, là, 21 €. À 13 € le kilo, il y a toute une partie de la population à laquelle tu vendras rien du tout. Tu vois, et ce sera pareil pour les légumes. Il y a toute une partie de la population française qui te dira, mais moi je ne peux pas me permettre d'acheter des légumes à ce prix-là. Et la viande encore moins. Donc tu as accès... Et c'est pour des raisons économiques, pas que, mais essentiellement économiques, tu as accès à un gros 10% de la population française. Et tu t'imagines si tu passes à 21 € par exemple, tu t'imagines si tu intègres dans ton calcul la rationalité économique qui voudrait que ton travail soit rémunéré, même au salaire horaire, qu'un salarié qui fait ses 35 heures, et que tu arrives à 21 €, 23 € le kilo de viande au lieu de 13 €. C'est plus de 10% de la population que tu vas nourrir, que tu vas rencontrer. C'est 1-2%. Et pourquoi? Parce qu'on est incapable de construire un prix, parce que dans la loi industrielle, par exemple, dans les lois d'industrialisation de l'agriculture, cette question-là, elle a été externalisée. C'est fantastique, demande à un paysan industriel comment il construit son prix. Il ne construit pas son prix, il subit son prix. Son prix lui est
fournie par l'industrie. Elle achète de la matière première et c'est l'acheteur aujourd'hui qui est le patron sur le marché. L'acheteur vient et son prix est celui du marché. Le vendeur n'a absolument plus rien à dire, il n'y a plus de rapport de force. Le prix, normalement, c'est la représentation du rapport de force entre l'acheteur et le vendeur. Et dans une bonne société, il doit permettre aux deux de vivre. Tu vois, de vivre correctement. Chacun sait que la vie de l'autre, lui, est importante. Le vendeur a besoin d'un acheteur. Si tu vends, tu vois, l'acheteur, que ce soit en vente directe ou en système industriel, le vendeur a besoin d'un acheteur. Donc il faut que l'acheteur reste en vie. Et un acheteur a besoin d'un vendeur, sinon il spécule sur que dalle dans sa tête, quoi. Et pour que l'existence de l'acheteur et du vendeur soit respectée, il faut que l'un et l'autre aient bien conscience de vivre ensemble. Aujourd'hui, on a séparé tellement les gens que le vendeur n'a absolument plus la conscience que, en achetant si bas, il est en train de faire disparaître à terme la matière qu'il va acheter. Et là, on a des exemples faramineux. La production laitière en Finistère, aujourd'hui, en 2021, est en train de disparaître. Tous les jours. Et ce n'est pas des fermes de 100 000 litres de lait qui ne sont pas compétitives, qui sont en train de fermer. C'est là, ça y est, elles ont déjà disparu. Celles qui sont en train de fermer aujourd'hui, c'est des fermes qui ont 1 million de litres de lait, dans lesquelles on a investi déjà des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros dans les années précédentes. On a construit des stabulations, on a construit tout un tas de choses comme ça, et ces fermes-là arrêtent de produire du lait. Tu vois, elles vont passer à autre chose, elles vont produire de l'énergie, parce qu'elles vont mettre les récoltes dans des méthaniseurs, elles vont se mettre à produire dans les endroits où c'est possible, parce que c'est pas possible partout, à produire des céréales, des grandes cultures, des choses comme ça. Peut-être même qu'elles se mettront à produire des fruits un jour, mais le lait, ça va disparaître. Et là, comment on va résoudre après la question de la consommation alimentaire? Et pourquoi il... Avec du lait d'avoine, hein? Avec du lait d'avoine. Avec du lait d'avoine ou du lait de soja, ben oui, mais bien sûr. Ah oui, mais il y a en plus, tu vois, c'est à peine une plaisanterie ce que tu dis, parce que qui vient soutenir la proposition industrielle de destruction de la paysannerie, il y a aujourd'hui une idéologie qui est celle il faut arrêter l'élevage. Et ça, mais c'est une catastrophe dans un pays comme le nôtre, de mettre dans la tête de la population que consommer des produits issus de l'élevage, consommer de la viande, consommer du lait, tout ça, c'est mauvais. C'est mauvais c'est mauvais. C'est ce qu'on entend dire. Ça participe de... D'ailleurs, on sait très bien... c'est pas mauvais? Parce qu'on mange trop de viande, on mange... Ah bah si tu manges trop de viande, c'est comme quand tu bois trop d'alcool, c'est mauvais. C'est comme si quand tu bois trop d'eau, hein, c'est aussi très mauvais de boire trop d'eau. Et je suis sûr que quand tu manges trop de soja ou autre, c'est aussi très mauvais. Je pense que je ne vais pas te raconter les choses là-dessus, il y en a d'autres qui en parlent mieux que moi, mais on ne va pas se prendre la tête. Régime alimentaire, mais trop de viande. Les Esquimaux, par exemple, pendant des siècles et des siècles, ne mangeaient que de la viande. Que je sache, ils vivent peut-être pas aussi vieux que nous. Quand on les a sortis de leur consommation de viande, ils se sont mis à boire de l'alcool et il paraît que l'état sanitaire de la population des pays du Nord là n'est pas terrible non plus. Donc il faut arrêter de caricaturer les choses. C'est pas la consommation, encore une fois, de viande qui est un problème. Quoi. C'est pas, on rêve là. On est en train de détruire le travail. On n'est plus capable d'avoir des prix dans l'alimentaire. Tu parlais de détruire le travail, on a pas mal parlé de l'outil, de la machine. Est-ce que c'était pas quand même un peu un objectif et un peu un rêve génial de se dire que la machine allait travailler pour nous et puis nous on allait aller à la pêche quoi, et profiter de tout ça? Ouais. Ouais, je fais partie de la génération qui a écrit sur les murs en 68 ne travaille jamais, celui qui travaille est perdu. Vraiment, hein, ça a été écrit sur les murs à l'époque. On a tous été là, une poignée d'individus totalement inconscients qui considéraient, avant d'avoir 20 ans, hein, qui considéraient que l'horizon était d'être remplacé au travail par des machines et que on pourrait bénéficier, une fois que les machines travailleraient, on pourrait bénéficier d'une vie de loisirs et tout ça. Et en fait, on a déchanté sérieusement aujourd'hui celui qui n'a pas de travail. Pas celui qui ne travaille pas, celui qui n'a pas de travail est l'homme le plus malheureux de la Terre. Celui qui ne travaille pas, c'est un rentier, c'est encore autre chose. Mais tu vois, celui à qui on ne donne pas l'occasion
de se procurer un revenu, et le travail, d'abord, ça permet de se procurer des revenus, c'est tout simplement plus jouable. Alors, on a merdé complètement sur ce sujet-là. Oui, on commence à savoir pourquoi. Dès les années 70, on a commencé à savoir pourquoi. Tu vois, la bascule qui s'est faite entre la fin des années 60 et le début des années 70 a permis à ceux qui le souhaitaient, moi en tout cas c'est dans ces années-là, entre mes 20 et mes 22 ans qu'on est venu s'installer à la ferme, c'est parce qu'on avait compris que la consommation, la production et la consommation, la machine allait amener cette abondance-là dont on parlait tout à l'heure, et que cette abondance-là, elle était délétère, et qu'on s'est dit, on formule ça maintenant. À l'époque, on était bien incapable de le formuler comme ça, mais il est temps qu'on arrête avec ce qu'on était en train de mettre en place, mais sauf que ce qu'on était en train de... Comme quand tu es adolescent, quand tu es jeune, tu rêves, tu parles, tu dis n'importe quoi, tu provoques, tu vois, tu n'es pas encore en capacité d'expérimenter quoi que ce soit, et c'est très bien comme ça. C'est comme ça qu'une société fonctionne. Sauf que ce qu'on avait en termes de travail, et de laisser la place aux machines et tout ça, et de vouloir bénéficier d'un temps de loisir étendu, ça s'est mis en place. D'autres l'ont mis à l'œuvre. Et voilà, on est en plein là-dedans aujourd'hui. Moi, je sais pas, il y a quelque chose là-dessus qui est plus profond que ça, qu'on a découvert aussi au fur et à mesure du temps. C'est qu'il y a un mépris très profond dans la société contemporaine, au moins en Europe occidentale, pour la paysannerie. Et c'est pas depuis hier, quoi. Ça fait au moins 100, voire 150 ans que les économistes, y compris marxistes d'ailleurs, ont un mépris mais profond, tu vois, pour le travail qui sue, l'homme qui pue, l'homme qui sue, l'homme qui transpire, qui vit sous le ciel, sous le poids du ciel et du temps, qui subit son existence, qui est au cul des animaux. On retrouve, quand on lit, il y a des textes qu'on lit qui datent du 19e chez Marx comme chez d'autres, il y a des textes qu'on lit dans les années 50, dont je te parlais tout à l'heure, qu'elles avaient servi à établir l'idéologie industrielle en agriculture. Et il y a des textes qui sont extraordinaires, la manière dont les gens voient ça, quoi. Et des gens qui sont encore en vie, quand tu leur mets ce qu'ils ont écrit dans les années 50 sous le nez, ils sont pas trop fiers, quoi. Et je pense que c'est une profonde erreur. Là, aujourd'hui, voilà, moi, je dis, demain, si on veut manger tous correctement, il va falloir installer des paysans. Une société, à mes yeux, qui permettrait de se nourrir tous correctement, sans crainte pour sa santé, celle de ses enfants, en ayant la capacité économique d'acheter sa nourriture ou de la produire, c'est une société dans laquelle il va falloir en France installer au bas mot 1,5 million de paysans, quoi. Et probablement beaucoup plus. Et tu vois qu'on en est en train de détruire encore aujourd'hui en dessous de 400 000 d'ailleurs. On va descendre, on est déjà descendu largement en dessous de 400 000, on va encore y aller. Donc il y a une marche énorme à faire, à franchir pour reprendre la main sur l'alimentation. En fait, voilà, il y a une espèce de désir politique de vivre dans une société quasi, pas idéale, mais pourquoi pas dire un idéal auquel on pourrait espérer adhérer, qui serait une société dans laquelle l'alimentation est partagée équitablement, les ressources alimentaires, donc les ressources aussi pour la produire, soient décidées d'un commun accord entre les gens bien informés, tous, on peut être tous très bien informés là-dessus, il y a des moyens d'éducation populaire qui permettent d'informer la population ensemble de ce que c'est que de produire, dans les conditions pédoclimatiques, économiques, historiques dans lesquelles on vit, de se choisir donc les moyens d'une alimentation choisie. Peut-être plus sobre, peut-être, puisque tu en parlais tout à l'heure, avec moins de consommation de viande. Il n'est pas sûr qu'on aura les moyens de tous consommer autant de viande que moi j'en mange, par exemple, ça c'est probable. Tous ces choix-là, il faut qu'on les fasse ensemble, on ne peut pas les subir. Il faut qu'on garde la main sur l'alimentation. On a imaginé tout un tas de processus, pas imaginé, on a écrit, on a recherché,
et trouver historiquement des processus dans d'autres lieux que l'agriculture, que l'alimentation, des processus qui amèneraient à une véritable démocratie alimentaire. Ah, on va revenir là-dessus. Avant, pour produire comme ça, sans pesticides et sans robots, il faudrait combien de paysans? Je pense, si tu veux, c'est un peu un effet rhétorique. On a dit déjà 1 million, 1,5 million de paysans, quoi. Et là, on vient d'avoir récemment les premiers chiffres d'une étude qui a été faite en Inde, où tu as un des États de l'Inde qui a à peu près 55 millions d'habitants et qui s'est donné comme objectif de produire sans pesticides et sans robots, et qui, après de savants calculs sans doute, j'imagine, nous dit qu'il faudra 6 millions de producteurs. Donc tu vois, ça veut dire qu'en France, si on se donne cet objectif-là, je pense que qui aujourd'hui va dire « Ah non, on va mettre des robots encore plus au boulot, on va mettre des pesticides de plus en plus précis », enfin tout ça c'est la même chose, c'est le même domaine, robots, pesticides, tout ça c'est le même truc. On va accentuer ça. Il y a une poignée de sociopathes qui sont en train de proposer ça et ils vont l'emporter. Si on se laisse faire, ils vont l'emporter. Nous, notre proposition, c'est pas d'améliorer un peu le modèle, quoi. Ça, c'est ce qu'on fait depuis 40 ans, d'améliorer un petit peu ce modèle-là. Or, il est en train de nous détruire. Donc notre proposition, c'est de dire non, il va falloir produire sans ces machines-là, sans ces robots, sans ces pesticides. Et pour ça, il faudra que 7 millions de personnes en France, au bas mot, produisent de la nourriture pour eux et pour ceux qui vont consacrer leur vie à d'autres travails. Sachant que autres travaux, c'est aussi l'agriculture, c'est aussi tout autour des artisans, des services, une vie rurale qui s'accompagne de, comme on l'a pu le connaître par ailleurs, à une autre époque, je sais pas, dans une société, il y a des instituteurs en milieu rural qui ont disparu, il y a même des curés qui ont disparu en milieu rural, il y a tout un tas. Ça permettrait de résoudre en tout cas pas mal le chômage. Ouais, je ne sais pas s'il y a besoin de curés pour résoudre le chômage. Je ne parlais pas des curés en général. Non, mais c'est même pas la question. Enfin, tu vois, c'est même pas la question du chômage. C'est juste la question de la dignité de l'existence. Parce que quand on parle de chômage, on parle en termes industriels. Là, encore une fois, on crée du chômage pour nourrir la machine industrielle. Ça, c'est des mécanismes qui ont déjà été décrits. Comment le chômage permet à l'industrie En fait, l'industrie, elle progresse sur ses échecs. En permanence. Si l'industrie échoue, et c'est pour ça qu'elle progresse, c'est pour ça qu'elle a besoin d'industrie pour revenir sur ses échecs. Et là, on est terrible devant un échec alimentaire de l'agro. Et devant cet échec-là, on est déjà en train de nous dire, mais ça y est, on a la réponse, c'est l'agriculture 5.0 ou 6.0. Tu vois ? Et on a des collègues qui vont se dire, bah, il faut être contre les drones, il faut être contre ceci, contre... Mais non, c'est pas contre les drones. Le problème, il est né au premier tracteur. C'est pas maintenant que le problème est né, là. Tu vois, maintenant, c'est le constat qu'on fait. Donc, en fait, c'est pas contre l'agriculture 5.0, ni même contre celle 4.0 qu'il faut se retourner, c'est pas celle-là qu'il faut démonter. C'est revenir au moment où on met en place le moteur, le tracteur, et se dire à quel moment, là, il y a un seuil qu'on a franchi, on a remplacé le travail par une machine. Est-ce qu'on peut, à quel moment on doit pouvoir faire ça? Et de ce que j'ai compris de ce qui se passe en Inde, ils sont en train de revenir sur la taille des tracteurs, la puissance au travail, attachée à chaque surface agricole et remettre du monde au travail, pas simplement parce qu'il y a du monde qui fait rien et qu'il faut les faire boucher un trou, on va les faire à la place de boucher un trou, on va les faire produire des laitues. C'est simplement parce qu'on veut manger une nourriture qui a été produite sans les pesticides, sans les robots. Tu vois, donc si on veut ça, et moi je suis persuadé qu'on le veut, le ressentiment alimentaire, c'est ça que ça veut dire. Moi, je suis persuadé que l'ensemble de la population française veut ça, et pour ça, il faut se dire, accepter 7 millions de paysans dans les 10 ans qui viennent.